troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur associé à l'Université Paris-Sud. Emmanuel Kouzoumoumi, analyste économique et politique. Jean-Marie Bitomo, éditorialiste d'Africa 24. Et on passe tout de suite au reste de l'actualité dans le grand angle. Les femmes, un pilier de l'économie, notamment en Côte d'Ivoire, mais difficile encore pour elles de sortir du secteur de l'informel à cause d'un secteur bancaire inadapté. Lever les obstacles, un impératif pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Reportage Wendiam Valentin Compaoré. Vers le développement de l'entrepreneuriat inclusif en Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle notion économique qui encourage les grandes et moyennes entreprises à inclure les jeunes et les femmes dans leur chaîne de valeur afin de créer des emplois et réduire la pauvreté estimée à 46% de la population. Le gouvernement veut amener 50 000 PME, petites et moyennes entreprises, à intégrer le secteur formel afin d'avoir un vivier d'au moins 120 000 PME capables de créer des centaines de milliers d'emplois. L'État seul aujourd'hui ne peut pas être le seul employeur. Raison pour laquelle dans nos États, il faudra encourager de plus en plus les jeunes à l'entrepreneuriat, à la création de PME, parce que c'est ce qui nous permettra d'absorber toute cette masse de jeunes qui chaque année est déversée sur le marché de l'emploi. Déjà au niveau du bac, cette année, nous avons eu plus de 112 000 bacheliers. Et chaque année, nous avons plus de 400 000 jeunes qui intègrent en fait le marché du travail. Selon les spécialistes, l'entrepreneuriat inclusif n'est pas de la charité de la part des grandes entreprises, mais un partenariat gagnant-gagnant. Il s'agit pour les entreprises d'intégrer les populations vulnérables, particulièrement les jeunes et les femmes, dans leur chaîne de valeur, soit en tant que producteurs de matières premières, en tant que distributeurs de produits finis, ça peut être aussi en tant que consommateur. Et donc l'entreprise, la grande entreprise, en tire profit. C'est pour accroître sa profitabilité et distribuer des revenus, favorise l'accroissement de la productivité de ces jeunes et des femmes. Le gouvernement ivoirien a adopté en août 2018 un code des investissements plus attractif afin d'inciter les entreprises à investir et favoriser la sous-traitance. Un fonds de 5 milliards de francs CFA a été mis en place pour promouvoir directement l'entrepreneuriat féminin. Alors les femmes qui restent encore cantonnées dans le domaine du petit commerce, la microfinance, et peinent en effet à sortir du domaine de l'informel. Jean-Marie Bitomo, c'est tout un environnement qu'il faut revoir? Tout à revoir en Afrique chez nous, c'est-à-dire pour structurer nos économies, sur le plan économique. Il est important de structurer l'économie en tant que telle et en prenant en compte les variables présentes sur place. Ces variables-là sont lesquelles? Nous savons aujourd'hui que les femmes, vous êtes la majorité dans le monde. Et particulièrement dans l'environnement africain qui ne fonctionne pas comme l'environnement occidental où vous avez l'individualisme qui est poussé, si vous voulez, dans ces derniers retranchements. L'Afrique fonctionne en collectivité en tant que telle. C'est le modèle économique que moi je prône pour l'Afrique tout simplement. Pourquoi? Parce que nous avons des modèles qui sont calqués. L'économie familiale, c'est-à-dire de survie de l'Afrique, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il y a une condition, c'est qu'il faut l'améliorer en tant que telle. Il faut y introduire des variables qui fassent en sorte que nous connaissons tous la place de la femme en Afrique, c'est-à-dire dans les ménages. C'est-à-dire c'est une place qui est une place centrale en tant que telle. Dès l'instant que nous l'oublions et nous copions les modèles qui viennent de l'extérieur, qui sont des modèles individualistes, qui ne vont pas, qui ne concordent pas, qui ne correspondent pas avec la psychologie africaine en tant que telle. Les gens oublient toujours une chose. Je demande toujours l'économie, c'est quoi le moteur de l'économie? Le moteur de l'économie, ce n'est pas la finance, c'est la confiance qui est le moteur de l'économie. Mais dès l'instant que vous mettez en place un environnement qui fait en sorte que les gens ont confiance à la jeune féminine, sachant très bien que les femmes, même nous sommes tous professionnels là sur le plateau, les femmes sont relativement plus performantes au niveau des études que nous, les hommes, en tant que tels. Et l'Afrique devrait se saisir, si vous voulez, de cette opportunité-là, pour se dire que nous avons constaté ce qui se passe dans le monde entier, comment évolue l'économie mondiale en tant que telle. Il va falloir maintenant qu'on mette en place des schémas qui favorisent, si vous voulez, l'entrepreneuriat féminin et de sortir de la micro-entreprise. Nous parlons de diversification là tout à l'heure, Zara. La diversification ne veut pas tout simplement dire changer de secteur économique, aller favoriser un autre secteur économique. C'est d'abord structurer
la chaîne de la création de valeur dans une économie, donc c'est la filière dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la structurer de l'amont jusqu'à l'aval en tant que telle, en favorisant la transformation de ce que fait l'Afrique en tant que telle, au lieu que ce soit uniquement nos produits bruts qui soient vendus à l'extérieur. Il faut que nous créions des chaînes de valeur au sein de nos économies. Emmanuel Nkouzou-Mouami, pour ce qui est du gouvernement ivoirien, est-ce que ce gouvernement s'est trompé dans ses orientations en termes de politique à l'égard de l'entrepreneuriat féminin? En fait, le gouvernement se heurte à un problème que nous connaissons tous en Afrique. C'est une grande partie de l'économie informelle et de l'économie souterraine, qui est très importante. Et les femmes font partie, majoritairement, malheureusement, de cette économie qui échappe au radar de la mesure. Alors, maintenant, est-ce que le gouvernement s'est trompé? Peut-être qu'il a pris la chose dans le mauvais sens. Et je suis tout à fait d'accord avec Jean-Marie sur le fait qu'il faut qu'on revoie d'abord ce que l'on veut faire dans l'économie nationale avant de voir les outils qu'on va utiliser. Qu'est-ce qu'on veut faire concrètement? Aujourd'hui, nous savons très bien que la solidité des économies, en tout cas celles qui sont émergentes, elle est d'abord assise sur l'industrie. Donc, au moins, nous poser la question, est-ce que nous avons les capacités à bâtir l'industrie? Si on n'a pas cette capacité-là, réfléchir sur les filières qu'on peut faire. Peut-être que la Côte d'Ivoire ne fera pas 10 filières industrielles, mais on peut dire quelles sont les ressources que nous avons et quelles sont les filières qu'on peut créer derrière ces ressources. Je prends la filière du cacao, c'est une ressource. Il faut que les Africains sortent du modèle de la survie. Ça veut dire que je fais de petites affaires, j'ai une petite boutique, je distribue les produits que je reçois qui viennent des Chinois, des Européens ou d'autres, enfin même ceux qui sont tombés du camion, je récupère tout ça et je le mets dans ma petite boutique. Et j'ai vu dans certains pays, enfin j'ai vu même ça en Afrique du Sud, où les gens pensent qu'ils font des affaires quand ils ont une sorte de petite cabane où ils vendent du coca et du Fanta. Là, ils disent j'ai l'entreprise. Donc nous avons une difficulté de définir ce qu'on veut faire de l'économie. Donc l'État a un devoir, qui est le devoir de la structuration de l'économie et du modèle qu'on veut atteindre. Ça, c'est en Chine, ça s'est fait comme ça dans les années 82, du temps de Deng Xiaoping. Dans d'autres pays, ça se fait comme ça. Il faut que l'État donne une orientation. Ça, c'est son rôle. Maintenant, pour ce qui est de l'intervention des femmes ou des jeunes, parce que nous avons effectivement un problème, parce que nous avons la grande majorité de la population, c'est les femmes, à lesquelles vont s'ajouter cette fois-ci une autre partie des hommes mineurs. Donc en gros, 75% de la population, c'est les femmes et les jeunes. Voilà. Le reste, maintenant, ça compte pour du beurre. Il faudra que nous arrivions maintenant à imaginer un modèle économique dans lequel on insère les jeunes dans des tuyaux. Le tuyau n'est peut-être pas juste, mais dans des secteurs formalisés qui sont des filières agricoles, des filières minières, des filières du pétrole, des filières du bâtiment, donc les filières où il y a de l'activité. L'État ne va pas créer des emplois, puisque l'État n'est pas extensible dans la création d'emplois, mais au moins qu'il facilite ces filières-là pour se développer, et ensuite que ces filières soient les pourvoyeurs d'emplois pour les jeunes et les femmes. Et ça, c'est l'économie industrielle africaine de demain sera bâtie là-dessus ou n'existera pas. Tout à fait d'accord avec vous, Emmanuel. Je voudrais rajouter une chose que j'ai dit toujours sur ce plateau, c'est que quand nous sommes en Afrique, qu'est-ce qu'on nous dit? La mondialisation est arrivée par là. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est la libéralisation à tout vent. Vous n'avez aucun État dans le monde entier sans que vous ayez un État fort qui trace le schéma directeur. Quand je prends les États-Unis, les États-Unis sont développés avec l'agriculture. Donc vous êtes en train de parler, Emmanuel. Vous venez en France. Quand on parle souvent des banques, je cite souvent le Crédit Agricole, qui a été un outil performant, si vous voulez, pour faire en sorte que l'agriculture française soit la première agriculture européenne. Mais pourquoi? C'est-à-dire les schémas qui ont fonctionné dans les autres économies, quand on arrive chez nous en Afrique, ces schémas-là ne fonctionnent plus avec les Africains. Et là, je ne suis pas d'accord. Emmanuel Dupuis. Alors, c'est très intéressant parce que cette notion très à la mode de l'inclusion économique à travers l'auto-entrepreneuriat vient des États-Unis. Et justement, c'est assez intéressant qu'il se développe avec une telle rapidité ou en tout cas avec une volonté de remplacer des économies structurées ou qui sont insuffisamment orientées avec des plans structurels avec une orientation. Alors, ce que m'inspire votre reportage, déjà, c'est de voir qu'il y a l'État et puis il y a les collectivités locales. L'entrepreneuriat féminin ou l'auto-entrepreneuriat a été une initiative qui a été prise de manière pilote sur la ville d'Abidjan, sur les 120 villages qui composent la ville d'Abidjan. Et de ce point de vue-là, il y a eu des moyens conséquents qui ont été mis en place. Au-delà des 5 milliards de francs CFA, il y a 2 milliards annuellement qui sont consacrés à travers le budget.
Alors, moi, ce que cela m'inspire, et vos réflexions le confirment, c'est qu'il y a sans doute un fait dont on ne tient pas compte quand on regarde l'emploi ou la création d'entreprises vue de l'extérieur. Même la Banque africaine de développement avait évoqué le fait que le taux de chômage, souvenez-vous, c'était un rapport qui date d'il y a à peu près 7-8 ans, le taux de chômage en Côte d'Ivoire atteindrait non pas les 2,8% officiellement, mais les 76%. Pourquoi? Parce qu'on ne tient pas compte du fait que 90% de l'économie est informelle. Donc il faut que l'informel rentre dans l'économie réelle. C'est un débat que nous avons aussi en France, je vous le rappelle, depuis quelques mois. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le deuxième élément, je crois beaucoup à la capacité d'innovation à travers, non pas des politiques structurelles, mais des aides pour qu'il y ait un certain nombre de secteurs qui émergent. Et que ces secteurs qui émergent construisent finalement l'image d'un pays. Il faut que chaque pays se dote de filières d'excellence. Car chaque pays ne pourra pas faire ce que fait son voisin, parce que le marché est trop petit. Et de ce point de vue-là, la Côte d'Ivoire devrait investir davantage sur sa matière d'excellence, qu'est le cacao. Avec cette difficulté, fluctuation de 40% du prix de la matière première, mais encore une fois, une façon peut-être innovante d'imaginer tout un secteur d'activité autour de la transformation des produits donc, autour du cacao. Et puis là aussi, une vieille lubie que nous avons de regarder sur le court terme la réussite d'une politique. Effectivement, vous disiez, est-ce que le gouvernement a eu raison? Laissons-lui le temps. La mise en place des plans d'assistance pour l'entrepreneuriat, des jeunes et des femmes, il n'a pas plus de 2 ou 3 ans. Donc laissons-lui le temps de mûrir et de voir si sur le long terme, cela est une réussite. Je voudrais rebondir sur une chose, Zahra, s'il vous plaît. Je voudrais rebondir sur quelque chose qu'Emmanuel vient de sortir là, qui me semble très très intéressant et que je répète toujours ici là sur le plateau, c'est que vous voyez quand vous avez des indicateurs économiques internationaux, ces indicateurs économiques internationaux-là qui sont faits pour les pays industrialisés. On nous amène les mêmes indicateurs. Emmanuel vous a dit tout à l'heure, on compte un taux de croissance de combien? De 2,8%. Et il a parlé de 76% quand vous comptez les choses. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit que les indicateurs économiques internationaux ne sont pas adaptés aux environnements africains. Et ça, si vous voulez, un effet négatif sur les économies africaines. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on ne fait pas la vraie lecture économique des choses, de la réalité économique africaine. Donc ça contribue maintenant, comment dirais-je, à traiter les pays africains comme étant des pays de seconde zone. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on nous applique des indicateurs économiques qui ne sont pas adaptés au fonctionnement des économies africaines en tant que telles. Qu'on les révise et on verra très très bien que ça conditionne aussi les flux d'investissement que vous avez dans les économies africaines. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on nous applique des mauvais indicateurs économiques qui n'ont rien à voir avec la réalité économique africaine. Et dès cet instant-là, tout est biaisé. Oui, mais il n'empêche que nous avons malgré tout un devoir de prospective pour les États. Donc, pour faire la prospective, il faut faire de la mesure. Et la difficulté... Cette mesure-là, encore, faudrait-il qu'elle soit justement... Je suis pas contre la mesure. Alors, très rapidement, parce qu'on arrive au terme de cette émission. C'est ça toute la difficulté. Ça veut dire qu'il faudra que nous arrivions en Afrique à créer des espaces de régulation qui permettent de sortir précisément cette économie qui est un peu souterraine et qui est un peu informelle. Là, nous sommes d'accord, Emmanuel, pas de problème. Merci. Pour la mettre le circuit, là, l'élément le plus important que tu avais évoqué au début, c'est la confiance. Pourquoi les gens, finalement, font des économies quelque peu parallèles et qui échappent au contrôle de l'État? Parce qu'on n'a pas confiance à l'État dans la plupart des cas. Nous avons connu des situations d'anarchie dans les pouvoirs. Ce n'est pas que les gens n'ont pas confiance à l'État, c'est parce que l'État n'a pas joué son rôle. Merci à tous les trois d'avoir participé. Fin de cette émission. Cette anarchie de la gouvernance a créé effectivement la méfiance vis-à-vis de l'État. Ce manque de gouvernance-là, si vous voulez, qui crée, si vous voulez, ce vide-là, et la nature a rendu. Merci beaucoup. Fin de cette émission. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Emmanuel Dupuy, je rappelle que vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur associé à l'Université Paris-Sud. Emmanuel Kouzou-Mouami, vous êtes analyste économique et politique. Jean-Marie Bitomo, un grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes donc l'éditorialiste d'Africa 24. Merci pour ce retour, Jean-Marie. Merci Zahra de m'avoir reçu. Content d'avoir passé cette heure-là avec vous. Merci à vous et merci à vous également de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain. Bonsoir.